Chers amis, soyez les bienvenus à cette série sur la nature de l'homme. Et le sujet d'aujourd'hui, le syndrome de Bernard l'Ermite, les barricades de l'âme. Et je donne la bienvenue aussi à Itamar, qui nous accompagne dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue à tous. Et bienvenue aussi à tous ceux qui nous accompagnent pendant l'enregistrement et qui enrichissent en fait ces sujets avec leurs questions qui sont très importantes. Donc, la semaine dernière, on avait traité un sujet qui est en relation avec celui-là. Et on a parlé des... Donc, on avait vu les mystères de l'hypnose et aussi les dangers de l'hypnose, les limites à ne pas dépasser Exact. et le lien que fait... on a fait un lien entre ce que dit Ellen White et Sigmund Freud. Exactement. Et comment Sigmund Freud avait une position par rapport à l'hypnose et très similaire à celle d'Ellen White. Hein. Ouais. Donc, finalement, Freud, il abandonne l'hypnose pour se consacrer à la psychanalyse. Donc, pour démarrer le sujet, parce que c'est quoi cette histoire de Bernard l'Ermite? Donc, j'imagine que vous avez tous connu un Bernard l'Ermite. Si vous l'avez pas touché, au moins vous l'avez vu, ou vous l'avez vu au moins à la télé. Mais c'est un petit crabe qui fait quoi, Itamar? Il se cache dans des coquillages, en fait. Dans des Il cherche coquillages. des coquillages qui sont vides et il change souvent de Ce coquillage. qui est marrant, c'est que maintenant qu'il y a, bon, marrant, c'est pas tellement marrant, mais qui est triste, c'est que maintenant avec la pollution, il y a beaucoup de déchets plastiques et autres. Le Bernard l'Ermite, il peut se cacher dedans. Hein. Ouais. Donc, il s'essaie. En fait, le Bernard l'Ermite, c'est un crabe qui n'a pas de carapace, dur, en tout cas, et qui a besoin de se protéger avec quelque chose d'extérieur. Et donc, ça fait référence à des mécanismes mentaux qui nous amènent qui nous aident à nous protéger des situations qu'on ne peut pas contrôler. Et d'où vient tout ça? Donc, le premier registre dans la Bible de ce type de mécanisme, on le trouve dans la Genèse, chapitre 3, versets 6 à 10. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mhm. Donc, le premier mécanisme de défense ici, c'est quoi? Se coudre des vêtements. Enfin, Bah, normalement, si on veut, se si on cacher. veut pas être nu, On se on cache. doit s'habiller Ouais. avec des vêtements qui soient efficaces. Est-ce que les feuilles de figuier sont efficaces? Non, pas vraiment. Pas vraiment. OK? Donc, ils ont fait des vêtements, des fortunes avec ces feuilles de figuier, mais donc c'est le premier mécanisme. Donc, c'est quelque chose d'externe, mais qui ne résout pas vraiment le problème. Mais deuxième réaction, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Et ils se sont cachés. Et depuis cette époque-là, dans notre nature, il y a ces mécanismes aussi de nous cacher, d'essayer de couvrir ce que nous ne pouvons pas gérer, etc. Donc, ça fait partie de nos mécanismes mentaux qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais certains de ces mécanismes peuvent nous aider, d'autres, au contraire, ils peuvent nous détruire. Donc, ce qu'on va faire dans ce sujet, c'est justement découvrir tout ce qui se passe autour de ces mécanismes. Et on va donner deux exemples aussi. L'exemple suivant, on le trouve dans un livre d'Ellen White qui nous met l'éducation. J'ignore s'il y a une version en français, il me semble que oui. Mais nous avons fait une traduction pour cette vidéo. L'enfant qui est souvent blâmé pour une faute particulière en vient à la considérer comme sa particularité, quelque chose contre laquelle il est vain de se battre. Cela donne lieu au découragement et au désespoir qui sont souvent cachés sous l'indifférence apparente ou la fanfaronnade. Mhm. Donc la fanfaronnade, c'est quelque chose que nous, on connaît. Hein. Donc il y en a qui sont comme ça. Mais derrière ça, il y a quoi? Qu'est-ce qui cache? Et il y a du découragement et du désespoir. Exactement. C'est tout le contraire, en fait. Et c'est un mécanisme de défense qui va montrer quelque chose d'autre que sa réalité interne. Et c'est inhérent à la nature humaine hein, de réagir comme ça. OK?
Donc ça, c'est un exemple qui cite Ellen White. Et il dit que c'est quoi en réalité? C'est parce qu'il est blâmé en permanence sur une faute particulière, au lieu d'être accompagné. Parce que l'éducation, c'est pas blâmer. En fait, nous venons d'une culture dans laquelle, classiquement, on est tout simplement soit blâmé en permanence, soit puni. Donc, c'est punition, 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 restriction, interdiction. Sauf que la véritable éducation, elle est basée sur l'accompagnement. L'accompagnement, c'est-à-dire, oui, il y a une faute, on va expliquer que c'est pas bien, on va expliquer les conséquences, on va poser des règles, on va veiller à que ces règles soient respectées, mais on accompagne l'enfant pour développer un caractère symétrique. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait difficilement dans la société d'aujourd'hui, puisque notre génération à nous, qui sont parents aujourd'hui, nous venons d'une génération dans laquelle la restriction était la règle. Aujourd'hui, il y a un phénomène nouveau dans les nouveaux couples, les nouvelles familles, où c'est tout le contraire. Donc, il n'y a plus de règles. Et à tous les coups, il n'y a plus de dialogue non plus. Donc, de ce point de vue, c'est pas si différent. Donc, les choses n'évoluent pas trop. Donc, voilà et un premier exemple des mécanismes de défense psychologiques. Mais nous pouvons citer aussi un autre mécanisme de défense qui est assez répandu aujourd'hui et qu'on trouve dans la Bible, dans Luc 18, de 18 au 24. Un chef interrogea Jésus et dit, Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc ça, c'est un classique. Alors, cet homme avait un vide à l'intérieur de lui-même. Il était conscient de ce vide. Il était conscient peut-être qu'il avait rempli ce vide avec des choses un peu comme le Bernard l'ermite. Hein. Il se protège par une carapace qui n'est pas la sienne. Et cet homme avait trouvé un élément qui pouvait, entre guillemets, combler son vide, mais qui ne le comblait pas vraiment, puisqu'il approcha Jésus dans le but de trouver une solution à son vide intérieur. Et Jésus, il est question sur les commandements. Et puis, ce texte, il peut être analysé de manière beaucoup plus profonde, mais on est en train d'illustrer en fait les mécanismes de protection. Et il dit, voilà, j'ai gardé les commandements, mais bon, il ne les faisait pas vraiment parce que de toute façon, Jésus, il a vu en lui que ce vide était toujours là. Et donc, il lui dit, bah, débarrasse-toi de cette coquille artificielle, débarrasse-toi de cette rustine que tu as posée sur ton âme et viens, suis-moi. C'est ce qu'il lui a dit. C'était quoi cette rustine? Bah, c'était la richesse. Parce que la richesse est mauvaise? Non, non, elle n'est pas mauvaise. Ça me rappelle une vidéo que j'ai vue sur YouTube d'un gars qui a perdu un dent. C'est ça, un dent ou une dent? Une dent. Une dent. Ok. Ça me rappelle une vidéo que j'ai vue sur YouTube d'un gars qui a perdu une dent de devant et il avait un trou. Et donc, pour le combler, pour poser pour les photos de famille, bah, il a posé un grain de maïs blanc pour combler le trou et il a posé sur les photos de famille. Et effectivement, ça peut donner l'apparence, mais pour manger, c'est pas efficace. Donc, c'est ça le problème. Et c'est ce qui arrive avec tous les roustines que nous, on pose sur notre vie. Donc, cet homme-là, c'était pas un grain de maïs, mais c'était les richesses. Mais les richesses ne comblaient pas le vide de son âme. Il avait besoin de quelque chose de plus profond. Et c'est ce qui nous arrive. Donc, les mécanismes de défense sont divers et variés. On va parler un peu en théorie, la partie qui ne plaît pas à certains d'entre vous, mais qui est extrêmement importante pour pouvoir comprendre ce sujet. Si on parle de la psychanalyse et les mécanismes de défense, il faut comprendre de quoi on parle. Okay?
Les mécanismes de défense font partie des concepts les plus importants de la théorie de la psychanalyse qui ont émergé des travaux de Sigmund Freud. C'est une série de processus psychologiques qui, hypothétiquement, réguleraient la façon dont le contenu de l'inconscient se manifeste dans notre conscient et dans nos comportements. Selon Freud, la fonction du moi est de satisfaire ses impulsions et non d'offenser le caractère moral du surmoi, tout en valorisant la réalité. Ce n'est pas une tâche facile et Freud décrit que le soi utilise des mécanismes pour gérer les conflits entre ses instances psychiques. Les mécanismes de défense sont donc des procédures qui maintiennent inconsciemment l'équilibre psychologique pour faire face à l'angoisse ou à l'anxiété associée à l'expression consciente d'une représentation impulsive, à la transgression du code moral ou à un réel danger extérieur. Mhm. Donc ça, c'est la théorie qui n'est pas si simple à comprendre, mais on va l'expliquer en graphique. On va revenir à ce dessin qu'on avait fait, qu'on avait traité les autres semaines, dans lequel on avait donc représenté par l'iceberg, c'est un schéma classique, l'iceberg qui représente notre être intérieur, notre esprit, et qui est divisé de différentes manières. Donc, d'un point de vue fonctionnel, il y a le moi, le ça et le surmoi. Et le surmoi. Et d'un point de vue de niveau de conscience, il y a le conscient, il y a le préconscient, il y a l'inconscient. Le subconscient, c'est tout ce qui se trouve sous le niveau de la conscience, ok, qui est divisé à la fois en préconscient et inconscient. Donc, le moi, c'est un arbitre. C'est lui qui, en fait, c'est le moi qui a l'exercice de la volonté. Et c'est intéressant de savoir qu'une partie du moi est préconscient, c'est-à-dire qu'ils sont des processus qui ne sont pas tout à fait conscients, c'est des automatismes et des choses, des réactions naturelles, pas tout à fait conscientes. Et un peu comme si on avait le bateau ici. Voilà, on a un bateau et il y a une personne qui se trouve là et qui regarde l'eau. Donc, il peut voir cette partie-là, il peut la voir, mais il peut voir aussi dans l'eau, difficilement, mais il peut la voir jusqu'à une certaine profondeur. Et à partir de là, il ne va plus rien y voir que du noir. Donc, ça, c'est le préconscient qui n'est pas si évident, mais qui n'est pas complètement inconscient. Et le moi, il intègre tous ces éléments-là. Et quel est le travail du moi? Il y a une interaction avec le surmoi, et le surmoi intègre plusieurs choses, qui comprend l'image idéale de moi-même, mais aussi les valeurs, toutes les valeurs, toute la loi, les principes éthiques, l'éducation, tout ce qu'on nous a appris sont dans le surmoi. Et le ça, il va interagir aussi avec le moi, mais le ça, c'est complètement inconscient et complètement irrationnel. Et il va fonctionner sur deux pulsions basiques, comme on l'a dit les autres semaines, c'est Thanatos et Eros, c'est-à-dire la violence et la sexualité. Mais on peut voir dans le schéma de la psychanalyse que tout peut être expliqué, toutes les pulsions de ça peuvent être expliquées par ces deux tendances. Et on va voir comment ça fonctionne. Et donc le travail du moi, c'est concilier ce paradoxe qu'il y a entre le surmoi et le ça. Parce que le ça, il va me dire, ouais, il est intéressant, allez, on va forniquer. Et le surmoi me dit, mais ça va pas la tête. Mais non, c'est interdit de forniquer, mais ça va pas. Socialement, c'est pas accepté. D'un point de vue des principes religieux, c'est interdit. Ça ne convient pas, etc., etc. Donc, il y aura plein de raisons. Le ça, il a dit, ah tiens, cet objet, il est sympa, tu n'as pas l'argent pour l'acheter, mais tu peux l'avoir, tu peux le piquer comme ça. Et le surmoi m'a dit, mais ça va pas la tête, hein. Non, 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 sort des questions, c'est du vol. Donc, il y a toujours un conflit entre les deux. OK? Donc, ce conflit-là, il va être régulé par le moi, et le moi, il va mettre en place des mécanismes, et ces mécanismes vont essayer d'établir un équilibre entre le surmoi et le ça. C'est comme ça que nous fonctionnons. Et certains de ces mécanismes sont constructifs et d'autres, ils sont destructifs. Donc, on va voir, et tout est aussi une question d'équilibre. Dans le surmoi n'est pas forcément bon, mais il a tendance à nous pousser vers le haut. Tout ce qui est principes moraux, principes religieux, tout ce qui est bonté, tout ce qui est construit.
le surmoi est constructif. Et le ça a tendance à nous pousser vers le bas. Vers le bas dans le sens de le plaisir, c'est destructif, le ça est destructif. Et il ne construit pas, il est égoïste, il veut satisfaire des pulsions. Et donc le moi, il doit réguler ces deux-là. Et s'il est mal régulé, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, une personne qui est plus poussée par le sourd-moi, il va avoir tendance à avoir une religion, une expression religieuse, une expression spirituelle très rigide, très radicale. Donc, je connais beaucoup de musulmans et ils sont magnifiques, c'est des personnes géniaux. Mais il y a certains d'entre eux qui ont une vision radicale. Pourquoi? Parce qu'ils sont poussés par le sourd-moi et ils ont tendance à poser des règles très strictes. Pourquoi? Parce que le mécanisme qu'ils ont trouvé, c'était de satisfaire le sourd-moi en déclinant le ça. On va voir que ça ne marche pas vraiment. Hein. Et donc, par exemple, dire, oui, si je regarde une femme, ça va me donner des idées impures. Donc, il faut bannir l'image de la femme. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils obligent les femmes à porter un vêtement dans lequel on voit difficilement les yeux et rien d'autre. C'est juste pour que la femme ne trébuche pas et se casse la figure. Mais c'est horrible. Parce qu'en effaçant l'image de la femme, ils pensent pouvoir contrôler le ça. Sauf que c'est faux. Le ça, s'il contrôle la pulsion éros, et ça, c'est pas contrôlé, c'est pas dit qu'il contrôle. Et ce qui va se passer, c'est que la pulsion thanatos, qui est la violence, elle va prendre de la force. Parce que le ça, il doit être équilibré. Et si la pulsion thanatos prend de la force, cette personne, il devient violent. Donc ça peut expliquer plein de choses qu'on connaît dans le monde d'aujourd'hui. Mais c'est pas que dans l'islam. Chez les juifs, c'est pareil. Chez des catholiques orthodoxes, c'est pareil. Chez des évangélistes ultra-conservateurs, c'est pareil. Et le problème, c'est que cet environnement de restriction ne fait que développer la violence. C'est comme un schéma de résilience incomplet. Voilà, si on peut expliquer dans les termes qu'on a déjà présentés dans cette série. Donc voilà, le sur-moi, le ça et le moi. C'est toute une histoire et c'est pas une tâche facile de moi, de la partie consciente et préconsciente, de gérer tout ça. On va passer à la section des questions-réponses. On a eu quelques questions qui ont été posées. Itamar va les lire pour nous. Alors, la première question, c'était Norberto. Le graphique que tu as fait avec Iceberg représente les facultés. Et pour comprendre ces thèmes, est-ce qu'il faut avoir des connaissances en psychologie? OK. Donc, on va répondre à la deuxième question après la première. La deuxième question, est-ce qu'il faut avoir des connaissances en psychologie pour comprendre ces sujets? Alors, non, il faut pas, et il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en psychologie pour comprendre ces sujets. C'est justement le but de cette série, c'est de porter à votre connaissance ces éléments-là qui peuvent vous être très utiles. Après, pour utiliser ces principes dans un schéma thérapeutique, oui, il faut avoir des connaissances approfondies, sinon on fait n'importe quoi. Mais pour essayer de comprendre un peu notre comportement, le comportement de nos enfants ou d'autres personnes, c'est intéressant d'avoir ces concepts en tête et savoir comment ça marche, quel est le mécanisme à l'intérieur et comment ça fonctionne. Et la première question était en relation avec le schéma qu'on a présenté au début de la série. C'était le schéma où on avait les facultés, donc morale, intellectuelle et physique ou inférieure. Et en fait, ce schéma, il y a quelques éléments qui peuvent concorder, mais c'est pas tout à fait la même chose. Parce que le sous-moi n'est pas forcément faculté supérieure dans son entièreté. Et les facultés morales, oui, ils sont là, mais par exemple, tout ce qui est intellectuel, c'est pas faculté supérieure, l'intellectuel, ça va se trouver dans le moi, une bonne partie, dans le moi et la partie consciente et préconsciente. Euh, donc l'analyse des situations, etc. Donc le raisonnement se trouve là. Donc ça correspond pas. Le ça est essentiellement les facultés inférieures, oui. Donc oui, ça peut correspondre, mais le parallèle s'arrête là. Donc on peut
Peut-être on peut faire la semaine prochaine un petit schéma explicatif pour voir la différence entre les deux. Donc, il y a une autre question. Question d'Yvonne. À quel moment la personne entre dans l'état de conscience et inconscience? Intéressant. Alors, ce schéma-là, on voit, je vais utiliser le pointeur laser. Donc, on voit l'iceberg, tout cet élément-là, c'est l'homme intérieur. Donc, c'est notre être intérieur. Et en fait, en permanence, nous avons une partie consciente, une partie préconsciente, une partie inconsciente. C'est pas qu'on bascule d'un état à l'autre, ok? C'est que en permanence, nous avons les trois. Effectivement, on peut faire descendre la ligne du préconscient pour prendre conscience de certains processus. Et dans la psychanalyse, justement, il s'agit de faire remonter des choses qui sont là vers le conscient. Mais en permanence, nous sommes conscients, préconscients et inconscients. La troisième question, c'est une question de Maggie. Est-ce que c'est le ça qui te mène à faire des choses mauvaises et le super moi qui te mène à faire des choses bonnes? Alors, le sourd-moi et le ça, c'est ni bon ni mauvais. J'explique. Il y a une pathologie en psychiatrie qui s'appelle l'anorexie et dont le centre de conflit se trouve essentiellement dans le sourd-moi. Et c'est essentiellement, parce qu'il n'y a pas que ça. Euh, Pourquoi le sourd-moi? Parce que la personne elle a une image idéale d'elle-même qui correspond à ce elle voit par exemple dans les magazines de mode ou à la télé ou dans les réseaux sociaux. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et dans pas mal de pays, c'est interdit que les modèles, les mannequins, soient trop maigres. Donc, il doit avoir un poids minimal. Donc, ça, c'est voilà, première chose. Donc, le surmoi n'est pas forcément positif. Il a tendance à nous amener vers des valeurs morales, mais ces valeurs ne sont pas forcément correctes. Et à propos, il y a un texte dans la Bible qui dit que même le meilleur de nous, les meilleurs de nos justices sont comme un chiffon souillé. Donc, même le meilleur de nous est déjà contaminé. Donc, c'est pas forcément bon. Et le saint, oui, c'est vrai qu'il a tendance à faire des bêtises, mais c'est pas forcément mauvais en tout. Il peut avoir des bons. Donc, la lutte entre le bien et le mal, elle se retrouve à un autre niveau. On avait expliqué l'exemple de l'être intérieur en tant que maçon. Et en tant que maçon, on reçoit des hôtes. Et en fait, tout ce qui est bon en nous, c'est la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est un hôte, qui va nous dire, voilà, ton sur-moi, il a une image idéale. Bon, elle est bien, mais tu sais quoi, j'ai une meilleure idée. Et il va nous présenter un schéma supérieur. Et là, effectivement, on va pencher vers le bien. Et c'est pour ça que la lutte entre le bien et le mal se trouve à l'intérieur de nous, mais c'est pas dans notre être intérieur. Oui, c'est notre être intérieur, mais le bien, c'est pas dans notre être intérieur, c'est ce que je veux dire. Le bien, c'est un hôte, c'est la présence du Saint-Esprit dans notre cœur qui fait que nous ayons tendance, nous ayons la volonté de faire le bien. D'accord. Alors, la dernière question, c'est une question de Doris. Vous avez parlé de certaines personnes qui agissent comme des clowns et qui, en réalité, en fait, se servent de cette technique de ce mécanisme pour se défendre. Pouvez-vous mieux l'expliquer afin de ne pas être acteur de la souffrance de ces personnes? Oui, c'est vrai. Dans le sujet en espagnol, j'avais cité l'exemple de quelqu'un qui fait le clown. Il y a toujours dans un groupe hein, quelqu'un qui fait le clown, qui fait rire tout le monde. Et on appelle ça le syndrome de le clown triste. C'est l'image il y avait un film comme ça. C'est un clown qui fait rire tout le monde et tout le monde satisfait de sa prestation et il est ovationné par tout le monde. Mais quand il quitte la scène, il va dans son vestiaire, il commence à enlever le maquillage et au fur et à mesure qu'il enlève le maquillage, cette joie qui est représentée par ce maquillage, il commence à disparaître et les larmes elles commencent à couler de ses yeux. Et en fait, c'est le drame de beaucoup de personnes qui ont été, ça peut être différentes choses, mais par exemple, que quelqu'un a un défaut physique et qui les autres se moquent de lui, il y a certaines personnes qui, dans cette situation, ils vont développer un mécanisme de défense
Et ce mécanisme de défense est tout simplement de se dire, voilà, si tout le monde se moque de moi, moi je vais manquer moi aussi. Comme ça va réduire l'importance de la moquerie. Et entre guillemets, ça marche, hein. Sauf que ça ne résout pas le problème, hein. Il y a une souffrance interne qui est faite par ces moqueries, et dont ce change-là, nous sommes tous responsables. Euh, la situation de ce type de personnes, c'est une situation qui est liée pas à un seul mécanisme de défense, mais à plusieurs mécanismes de défense. Et c'est pour ça qu'on va expliquer ça plus en détail la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va attaquer les 10 mécanismes de défense les plus connus. Aujourd'hui, on a fait que l'introduction, mais j'espère par la grâce de Dieu que la semaine prochaine, on pourra finaliser en fait ces mécanismes de défense et que ça pourra vous être utile dans la vie de tous les jours. Bon, toute bonne chose se termine. Aujourd'hui, on a terminé à l'heure. Le sujet en espagnol, on l'a fait un peu plus long parce que, bon, le temps de faire les questions et tout ça. Mais là, pour la vidéo en français, je pense qu'on est pile dans le temps. Pour une fois, c'est pas coutume. Mais en tout cas, je vous remercie pour tout. Ces questions et réponses, j'espère que ça enrichit suffisamment le sujet. Si vous voulez participer à notre vidéo, à notre enregistrement, vous pouvez le faire. Vous pouvez nous contacter par la chaîne YouTube. Demander, on peut vous contacter, on peut vous donner les liens pour que vous puissiez vous connecter et poser vous-même vos questions sur le sujet. Vous pouvez aussi faire vos commentaires sur la chaîne et ce sera avec grand plaisir qu'on répondra à vos questions. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je remercie Tamar qui nous a accompagnés aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui ont participé avec leurs questions dans ce sujet. Et il me reste juste à vous dire, on se voit la semaine prochaine par la grâce de Dieu. On va continuer ce sujet. On a les 10 mécanismes de défense qui sont expliqués. On va pas les finir la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, je me lance sur un truc qui va être un petit peu long, même si je traite le sujet en super résumé. Parce que ceux qui connaissent les sujets, ils pourront me dire, oui, mais vous effleurez les sujets, effectivement. J'effleure les sujets. Mais le but, c'est que vous ayez une connaissance globale de ces sujets, que vous puissiez avoir les éléments pratiques pour la vie de tous les jours. C'est le but de cette série. Ce n'est pas un traité sur la psychologie, mais le but, c'est de vous donner des outils pratiques pour tous les jours. En tout cas, merci pour votre attention. Je vous attends la semaine prochaine avec la suite de ce sujet. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse surtout votre curiosité. Restez curieux. À la semaine prochaine. Bye bye.